Bonjour et bienvenue dans Hybride, le podcast. Celui que nous recevons aujourd'hui fait partie de ceux et celles qui font le Sahel à travers leur engagement et leur professionnalisme. Avec plus de 15 années d'expérience, Dr Abou Sangaré est avec nous aujourd'hui pour partager ce parcours si intense, si riche en expérience et aussi comment lui, à son niveau, à son échelle, il a vécu la transformation digitale qui a touché tous les secteurs. Dr Abou Sangaré, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Oui, je vais très bien. Merci déjà pour l'invitation. Merci beaucoup, merci. C'est à moi de vous remercier. J'ai essayé de faire l'introduction, mais ça serait bien que vous regardez droit dans la caméra et vous nous dites qui vous êtes. Ok, merci beaucoup. Et moi, je réponds au nom de Dr Sangaré Abdoul. Et je suis pharmacien et expert en gestion de la chaîne d'approvisionnement, des achats publics des produits de santé et également l'optimisation du système d'information en gestion logistique et renforcement des capacités, notamment à travers les coachings et les renforcements et la formation des agents du secteur de santé publique. Vous n'avez pas travaillé dans un seul pays. C'est toute une expérience sur toute une région. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, j'ai travaillé dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et comme vous l'avez déjà signalé, il y a les mots Sahel qui sortent. Donc, j'ai travaillé au Mali, j'ai travaillé au Burkina, en Guinée, même si ce n'est pas le message, je crois. Bien sûr. J'ai travaillé actuellement ici au Niger. Parfait. Donc, j'ai travaillé dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé dans ces pays. Quel a été le parcours qui vous a amené à ce niveau? Et en fait, peut-être pour parler de ça, si vous me permettez de revenir un peu. Avec plaisir. Oui, parce que en tant qu'étudiant en pharmacie, donc arrivé à un certain moment donné, j'avais vraiment envie de comprendre tous les aspects qui sont autour des médicaments. Donc du coup, il y a des choses qu'on n'apprend pas à classe. Donc ça m'a permis d'aller vers les aspects, les stages. Donc j'ai vraiment voulu essayer de faire des stages à différents niveaux. Donc tel que l'officine de pharmacie, qui est au secteur privé, et également les laboratoires d'analyse. Donc également j'ai été tenté aussi de faire aussi des stages aussi au niveau du secteur public, qui est centré autour de la politique pharmaceutique nationale. Donc ça, c'est depuis étudiant. Donc plus j'avance, et arrivé au moment de ma thèse, j'ai été attiré de prendre un thème sur la pharmacie privée. Donc du coup, naturellement, quand j'ai soutenu, donc je me suis lancé dans l'officine de pharmacie privée et j'ai fait quelques années en tant qu'assistant avant d'être promoteur. Mais mon ambition ne se limitait pas à là. Donc, il y avait quelque chose qui était là, qui était lié à la politique pharmaceutique, dont l'objectif est de garantir la disponibilité des produits pharmaceutiques et de faire en sorte que la population puisse accéder aux produits pharmaceutiques, que ce soit sur le plan géographique, que ce soit sur le plan financier. Donc, je me suis dit que peut-être qu'il faut que je parte vers ce domaine, ce côté en fait, donc de la pharmacie. Surtout que l'objectif final, c'est quoi? C'est de sauver des vies. Exactement. Et voilà, c'est de sauver des vies. Et c'est ça qui m'a surtout en fait motivé. Donc, je me suis dit que peut-être qu'il ne faut pas tellement que je reste tellement dans un domaine privé. Peut-être qu'en me lançant donc, dans le domaine de la gestion probable de la chaîne d'approvisionnement, mes actions peuvent avoir un impact donc, plus grand. Donc voilà un peu ça. Alors, ce que vous dites, c'est très intéressant. Vos actions peuvent avoir un impact plus grand. Et nous, c'est ce qui nous drive ici. Tous ceux qui passent dans cette émission, c'est des gens qui, d'une manière ou d'une autre, créent de l'impact. Quand on travaille au Sahel, on travaille dans l'arrière-pays, ce que les autres appelleront l'Interland. Ça veut dire qu'on n'a pas accès tout de suite au produit. Le produit doit arriver dans un port, doit transiter par un autre pays avant d'arriver chez nous.
ce qui rend la chaîne d'approvisionnement beaucoup plus longue. Quelle a été pour vous la première difficulté que vous avez rencontrée, si vous vous souvenez de faire une mission d'approvisionnement d'un pays comme le Mali à l'époque? Oui, vous savez, en Afrique, surtout dans les pays francophones, c'est pas ce qui se passe. On a pratiquement les mêmes problèmes en fait. Que vous soyez aussi au Niger, que vous soyez aussi au Mali, il y a un aspect donc qui constitue toujours un défi. C'est-à-dire que c'est le défi de la disponibilité de l'information en fait. Vous voyez, donc tout ce que nous voulons faire dans cette chaîne d'approvisionnement, si nous n'avons pas l'information disponible, Savoir où les choses sont. alors on ne peut rien faire. Ouais. Vous voyez, donc, parce que pour commander un produit, la première des choses d'abord, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord savoir qu'est-ce que tu commandes. Et cette question va te ramener toujours à te demander quelle est l'information qu'on doit utiliser. Donc, et nous avons constaté les difficultés que nous avons eues, en tout cas par rapport à ces pays. Il y a d'abord les défis de la disponibilité de l'information, donc pour pouvoir mieux gérer la chaîne d'approvisionnement. Donc, l'autre côté aussi, c'est vrai aussi qu'il y a des ressources humaines qu'il faudra aussi avoir en qualité, mais aussi en quantité. Donc, c'est ça qui amène en arrière-plan cette action qui consiste à former donc les agents, donc à les préparer pour qu'ils puissent être aptes à comprendre qu'est-ce que la chaîne d'approvisionnement, quelles sont les actions qu'il faut mettre en place, quels sont les leviers donc il faut vraiment lever pour pouvoir arriver à rendre disponibles les produits. Donc, de façon globale, pour arriver à une bonne gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc, je peux dire de façon globale deux grands défis. La disponibilité de l'information. Et surtout la qualité et la quantité en termes de ressources humaines. Merci beaucoup. Comment vous, aujourd'hui, vous expliquez que malgré qu'on est confronté à ce challenge-là, on n'arrive pas déjà nous-mêmes dans notre région ou bien dans nos pays à produire nos propres médicaments? Est-ce un choix ou bien est-ce parce qu'on est plus à l'aise à s'approvisionner? Je pense que là-bas, pour la fabrication des médicaments, il faut penser à l'industrie. Okay. Je pense que le grand problème, c'est peut-être que nous n'avons pas donc des moyens industriels pour le faire. Sinon, pour ce qui est les compétences, des expertises, je pense qu'en fait, nous n'en avons pas. Maintenant, il y a certains médicaments qui sont fabriqués chez nous, mais vous allez constater que la plupart des médicaments que nous commandons sont fabriqués ailleurs. Et moi, personnellement, je les lis surtout à notre niveau d'industrie, en fait. Voilà. C'est normal. C'est dans tous les secteurs. Quelle est la délicatesse de votre travail? Je prends un exemple. Nous avons travaillé tous ensemble. C'est une époque fabuleuse que nous avions connue quand on était petits. Ebola, par exemple. Quand il y a une maladie comme Ebola, est-ce que... Et vous parlez de la Guinée. Guinée a été touchée par Ebola. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette période-là? Bien sûr, parce que j'ai été en Guinée. C'est avec même les activités même de Ebola. Parce que quand le virus de Ebola est apparu, je pense qu'il y a eu beaucoup de partenaires donc, qui se sont manifestés pour accompagner les différents pays. Donc, vous voyez, donc, je pense que c'est un moment où, d'abord, il y avait cette psychose d'abord qui était là, parce que pour la plupart des cas, donc, les gens ne comprenaient pas trop la maladie. Donc, l'idée seulement que les gens avaient, c'est que ça peut être transmis, et dès que c'est transmis, donc, c'est directement la mort. Voilà, donc avec tous les signes qu'on disait. Donc nous, en tant que professionnels de santé, notre objectif c'était quoi? Surtout dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, c'était de chercher à savoir quels sont les médicaments en fait, qu'on utilise pour faire la prise en charge. Ça c'est de 1. De 2 aussi, quels sont, comment on appelle, quand on prend, quelles sont les actions donc il faudra mettre en œuvre. Donc, pour la prise en charge, quels sont les médicaments qu'il faut identifier? Et puis, c'est poser la question, est-ce que là où le virus est apparu, est-ce qu'il y a les médicaments disponibles au bon endroit? Et c'est ça même la gestion de la chaîne d'approvisionnement, en fait. Donc, comme on dit, comme on aime souvent le dire, un médecin peut identifier, diagnostiquer une maladie, mais
même si identiquement avec la maladie, il faut qu'il y ait des médicaments pour les traiter. Exactement. Sans médicaments, c'est comme si le diagnostic n'a pas de sens. Donc, l'objectif donc, de cette chaîne d'approvisionnement, c'est vraiment faire en sorte que les médicaments soient disponibles. Donc, le souvenir vraiment que j'avais en ce moment, c'était vraiment quelles sont les actions de coordination que nous avons eues avec beaucoup de réunions et se poser la question comment est-ce qu'il faut faire face donc, à cette épidémie et surtout en termes de gestion des médicaments. Et comment, en tant qu'être humain, on gère ce stress-là? Parce que c'est ça aussi le monde professionnel. Oui, en tant que professionnel, Oui. vous savez, on essaie de prendre des dispositions parce que l'avantage que nous avons en tant que professionnels, c'est que nous savons comment est-ce qu'il faut se protéger. Vous voyez, mais malgré tout ça, on a quand même ces stress qui est là. Par exemple, je prends un exemple, en tant que professionnel, on dit qu'il faut peut-être laver sa main, il faut faire ceci, mais on a toujours donc ces stress qui est là, même si on lave sa main, on a toujours donc cette préoccupation de dire que Parce que vous, les professionnels, vous n'avez pas le choix, vous devez être au cœur de l'action. Au cœur donc de l'action, vous voyez. Donc, mais par exemple, quelqu'un même qui n'a pas assez d'informations, peut-être j'ai plus, je dirais, le stress, parce que souvent la méconnaissance nous protège, voilà, donc, par rapport donc, à ce que nous connaissons. Merci beaucoup pour ce beau souvenir-là. Il y a un autre souvenir aussi sur lequel on va revenir, la maladie de notre génération. Il y a eu Ebola, mais il y a eu la Covid. Pendant la Covid, vous étiez où et quel était votre souvenir pendant la Covid? Pendant la Covid, parce que la différence entre Ebola et Covid, c'est que Ebola, c'était circonscrit limite quelques pays. Mais la Covid, c'était mondial. Tout à fait. Pendant la Covid, j'étais ici au Niger. Et j'avoue que ça a été un moment d'intense travail. Vous savez, quand la COVID a été confirmée, je pense qu'il y a eu des frontières qui ont été fermées. Il y a eu même donc des réunions qui ont été interdites à faire de la contact, quoi. Donc, du coup, il y a certaines personnes qui ne sont pas dans le secteur de santé et ils s'est reposé en fait. Mais nous, c'était le contraire. Et surtout que nous, on était au cœur même de l'approvisionnement. Vous voyez, en ce moment, il y avait eu, les pays ont reçu beaucoup de dons et les pays aussi ont acheté beaucoup de médicaments. Donc, il faut coordonner tout ça, travailler en sorte que ce produit soit disponible et pour que les structures qui sont au niveau des régions puissent être servies. Donc, moi, les souvenirs vraiment que j'ai, c'était un moment où j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est un moment où aussi j'ai travaillé sans relâche. Donc, ça me fait souvenir et ça me fait penser à un collègue. Et on était tout le temps ensemble, du matin jusqu'au soir. Et à tout moment, on pouvait nous appeler. Il faut dire que, attention, est-ce qu'il y a ces stocks? Faites en sorte que ces stocks soient distribués à tel point. Et je me rappelle même pendant même un mois de Ramadan, parce qu'on a vécu ça. Au moment où on veut rentrer à la maison, il y a une commande qui tombe. Est-ce que vous pouvez gérer ça? On est obligé de rester pour gérer la situation. Donc, c'était un moment, je dirais, quand je pense, c'est un moment où il y avait beaucoup de stress, c'est vrai. Mais nous, en tant que professionnels, nous mettons ça dans le cadre d'une expérience dans laquelle nous avons donc vécu. Exactement. Et qu'on peut partager. Et que ça nous a permis en fait de connaître aussi cette maladie. Exactement. Donc, vous voyez que quelque part aussi, on va dire que bon, si même une situation de ce genre apparaît, déjà, on a eu déjà à gérer ce genre de cas, peut-être on va les gérer avec moins de stress que, en fait, là. Et justement, la question que j'allais me poser, c'est qu'on ne le souhaite pas. Mais quand on finit de gérer Ebola, on finit de gérer coronavirus, on est prêt pour le prochain challenge. Oui, en fait, on doit toujours être prêt. Ouais. Mais la réalité est que souvent, quand les épidémies arrivent, souvent, avant de comprendre tous les contours, ça peut faire beaucoup de dégâts. C'est vrai. Donc, souvent, encore, c'est ça le problème. Parce que déjà, il peut y avoir déjà un dispositif d'urgence qui est là, qui peut être activé à tout moment. Parce que ça veut dire déjà qu'on est déjà préparé à ça. Mais il y a toujours des aspects en fait, donc on ne maîtrise pas. Mais quand même, de façon psychologique, c'est qu'on est déjà prêt et on se prépare vraiment à accueillir, quoi. Bon, on ne le souhaite pas, mais comme on dit, en termes de santé, il faut toujours s'attendre. C'est vrai. Et dès que ça arrive, donc il faut activer les dispositifs sur place
pour pouvoir, en tout cas, minimiser donc comment on appelle, minimiser les conséquences. Exactement. Covid, c'est un moment au cours duquel il y a eu une très grande transformation digitale dans le monde de l'emploi. Le télétravail est revenu en force jusqu'à devenir à un moment donné la norme. Comment vous, à votre niveau, cette transformation digitale-là a été amorcée? C'est vrai que bien avant Covid, vous utilisez déjà les systèmes informatiques pour pouvoir travailler et Covid a été un tournant. D'une manière beaucoup plus globale, comment vous avez amorcé la transition digitale à votre niveau? Bon, comme vous l'avez dit, en fait, la transformation digitale, je pense que c'est quelque chose que nous avons commencé bien longtemps. Parce qu'à un certain moment donné, on se rend compte que ça permet de faciliter notre travail, en fait. Vous vous rendez compte que quelque chose que vous pouvez faire avec la version papier, la hard, en une journée, avec les digitales, vous pouvez le faire peut-être en moins que ça. Donc déjà, il y a déjà cette philosophie donc, qui était là donc, depuis longtemps. Donc en quelque sorte, on va dire que quand la Covid est venue, ça a obligé en fait le monde à faire. Peut-être que les gens même ne se rendaient pas compte qu'on n'était pas obligé de perdre notre temps à faire certaines choses, mais quand la Covid est venue, ça a obligé les gens. Donc de telle sorte qu'il y a eu le télétravail, comme vous l'avez déjà signalé, et il y a eu les aspects, surtout concernant la communication, donc la communication par rapport au truc de WhatsApp. Voilà. Il y a eu, au lieu d'aller sur le terrain, parce que les missions avaient été réduites, il fallait vraiment donc essayer donc de se baser sur ces aspects donc digital pour voir comment est-ce qu'on peut continuer à faire le travail et à obtenir des résultats sans pourtant créer ce contact qui était là avant la Covid. Donc je dirais que à tout moment, la leçon que moi j'ai tirée, ça a obligé en fait les professionnels à essayer de voir et voir les choses d'une autre manière. Donc du coup, et même quand la Covid est passée, je pense que ça a été même, on peut dire que les déclics. On s'est dit que mais voilà, mais pourquoi on va continuer encore à travailler comme ça avant? Parce que la Covid déjà nous a obligé déjà à changer la façon de travailler. Alors, je pense que ça a permis encore de développer encore donc ce côté donc de digitalisation donc de nos outils et je pense que c'est dans ce cadre il y a même eu des initiatives donc qui étaient sur la table donc pour pouvoir faire comment on appelle des réunions, c'est-à-dire de façon mensuelle, trimestrielle, avec les teams autres là. Et même pour faire aussi donc des formations en utilisant les trucs de WhatsApp autres là. Donc on peut dire que avec la situation de Covid qui a obligé les professionnels à aller vers la digitalisation, donc du coup ça a permis de développer donc ce domaine-là après même en fait la Covid. Exactement. Alors en tant que professionnel aujourd'hui et avec tous ces années d'expérience, plus de 15 ans quand même, quelles sont les compétences qui vous ont permis de franchir les étapes avec beaucoup de sérénité? Peut-être que je veux toujours revenir un peu en arrière parce que c'est des choses en fait, qu'on commence plus tôt. Voilà, moi, la chance vraiment que j'avais, c'est que je m'étais intéressé très tôt, comme je vous ai dit, à plusieurs aspects autour des médicaments. Par exemple, on peut sortir de la faculté, peut s'intéresser uniquement seulement à la gérer son officine de formation, on s'arrête là. Moi, j'avais cette ambition de chercher à comprendre. Donc, du coup, je ne me suis pas limité à ces aspects autour des médicaments. Et l'autre aspect aussi que j'avais aussi, c'est que depuis très tôt, je m'étais intéressé à tout ce qui est informatique autour là. Donc, en fait, donc, ça m'a préparé à, sans savoir qu'est-ce que j'allais devenir, mais ça m'a permis d'être dans un environnement donc, qui me permettait d'adapter en fait donc les choses. Donc, vous voyez, voilà. OK. Donc, c'est pas l'erreur de la question. Il faut reprendre la question. Oui, c'est beau ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes toujours en train de répondre. Hein. C'est beau ce que vous êtes en train de dire parce que la question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a permis aujourd'hui, pendant tout ce temps, de garder cette sérénité-là
et d'y aller. Oui, vous étiez serein parce que vous connaissez votre domaine. Oui, voilà, justement, c'est ça. Donc, comme j'ai alors commencé à avoir donc, je pense que je suis. Vous voyez, donc, dès que j'ai commencé à faire des activités, donc, du coup, donc, j'étais déjà quelque part préparé. Ouais. Donc, vous voyez, non? Donc, du coup, j'ai commencé en tant que coordinateur, je veux dire, en tant que coordinateur, donc, où j'étais déjà en contact donc, avec les agents du niveau public et j'étais déjà impliqué dans beaucoup d'activités donc, qui étaient faites au niveau régional. Donc, du coup, donc, ça m'a permis donc, de comprendre comment est-ce que je dois, en fait, donc, comment je dois me comporter et aussi le fait que j'avais déjà cette base donc, avant, ça me permettait d'avoir des initiatives pour améliorer en fait la chose. Exactement. Donc, du coup, du niveau régional, je me suis retrouvé donc, au niveau central. Donc, et là-bas aussi, il y avait des défis aussi auxquels donc, je faisais face et qui m'a permis donc, de gravir avec, donc, les échelons jusqu'à ce que je me suis retrouvé donc, au niveau international. Donc, et qui m'a fait que je suis habitué aujourd'hui à travailler avec les institutions nationales et internationales. Donc, je peux vraiment, pour conclure, dire que c'est la base même. Ouais. Comme c'est comprendre ce dans quoi nous sommes en foi. Voilà, donc tout à fait. C'était depuis la base. Donc, je me suis imprégné avec certaines compétences, donc qui a fait que donc j'ai pu faire face, donc comme vous l'avez dit, avec sérénité donc à toutes ces missions, donc que j'ai eu à exécuter. Parfait. On peut dire que la connaissance du métier, la connaissance du secteur dans lequel on veut travailler peut nous permettre d'aller loin. Est-ce qu'à part ça, il y a quelque chose qu'il faut ajouter? Il y a la passion en fait. La passion. Oui, parce qu'en fait, il faut aimer en fait ce qu'on fait. Et puis aussi, il faut aussi savoir aussi pourquoi on les fait en fait. Parce que moi, je peux avoir les compétences, mais il faut qu'il y ait cette passion-là. Et aussi, se poser toujours la question pourquoi on fait. Moi, comme j'avais dit au départ, la chaîne d'approvisionnement, je l'ai aimée parce que la finalité, c'est de rendre disponible des produits pour la population. Donc, du coup, ça contribue à sauver des vies. Donc, tant que donc, on a cette philosophie donc, en tête, je pense que ça nous permettra donc, d'aller de l'avant. Super. On a fait des recherches sur vous et on a découvert que déjà en 2016, vous avez compris le pouvoir des contenus vidéo. Et déjà en 2016, moi, on ne faisait pas de vidéos. Et vous, déjà en 2016, vous faisiez déjà des vidéos. Vous capitalisez tous les ateliers que vous pouvez capitaliser, qui aujourd'hui, quand on voit 9 ans après, on voit qu'il y a des archives. Et l'une des choses qui nous manque en Afrique, c'est aussi cela, les archives. Comment vous avez fait pour comprendre très tôt l'importance des archives et aller chercher des compétences, même si à l'époque, vous allez l'appeler amateur? Comment vous avez fait pour comprendre? Qu'est-ce qui vous a montré ce chemin-là? Oui, en fait, comme je vous ai dit, dans chaque chose, il y a la passion et puis aimer ce qu'on fait. Moi, depuis très longtemps, j'ai toujours aimé tout ce qui est informatique. C'est Dieu qui a choisi que je sois pharmacien. Sinon, j'aime beaucoup tous les aspects du numérique et informatique. En fait, une fois, juste pour une petite histoire, j'ai été voir un marié. Donc, quand on est en train de causer, il y a quelqu'un qui lui avait fait un petit cadeau. À ce moment, c'était sur les disques. Donc, il a pris des photos du mariage, il a fait un petit montage, il a mis du son dedans, et puis il a mis ça dans notre ordinateur. On a regardé. Moi, c'était ma première fois de voir. Et quand j'ai été de dire, mais comment est-ce qu'on fait ce genre de choses? Comment est-ce qu'on peut prendre des photos et puis on fait le montage? Et je pense qu'il m'a donné, j'ai oublié même le nom même du logiciel qui m'a dit, je pense que c'était pas Movie Maker. En tout cas, il m'a donné le nom du logiciel. Donc, et il m'a indiqué comment est-ce qu'on fait. Et ensuite, donc, je me suis rapproché d'un informaticien. Il m'a dit, au moment, je veux vraiment savoir comment est-ce qu'on apprend à faire ça. Et c'est comme ça que c'est parti. Et ensuite, j'ai acheté un appareil photo. Il y avait un logiciel sur cet appareil, qui accompagne cet appareil-là. Donc, j'ai essayé d'installer ça sur ma machine. J'ai commencé à faire des vidéos, comme je dis, des vidéos amateurs. J'ai mis du son. En fait, donc, j'ai quitté là-bas pour me mettre à Movie Maker. Mais tout ce que je faisais, c'était gratuit. Donc, en fait, et quand je faisais des activités, j'avais cette passion de prendre des photos. Ouais. Donc, je prends des photos, je fais des montages. Et finalement,
ça a commencé à intéresser même à faire de mes collègues. Ouais. Et je me rappelle, j'étais dans un projet, donc il terminait. Et on dit, maintenant, on veut vraiment avoir un success story. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut capitaliser, avoir l'avis des participants. Des bénéficiaires. Oui. Et c'est dans ce cadre maintenant où je dis, bon, ils avaient même décidé même de contracter avec une agence, oui. Je dis que bon, moi, je me propose de le faire. Parce que déjà, de comprendre déjà qu'est-ce qu'on doit dire. J'avais déjà donc tout ce... Tu étais dans le projet, il était dans l'élément. Donc, je savais donc qu'est-ce qu'on cherche. Exactement. Et ainsi, donc, j'ai fait une tournée comme ça. J'ai pris ma casquette de reporter, de réalisateur. et j'ai fait ce montage-là. Et je pense que ça, c'est sur même donc, les sites. Exact. Et en tout cas, c'est très tôt que j'ai commencé. Moi, je dirais vraiment que c'était juste une passion. Et c'est venu comme ça de façon forte. Et c'est parce que j'ai aimé la chose que je me suis investi. Et depuis que j'ai pris les premières orientations avec l'informaticien, je cherchais toujours moi-même à comprendre. J'installe un logiciel et je tourne là-dessus jusqu'à ce que donc j'obtienne les effets que je veux. Souvent, ça arrive que j'utilise des logiciels pour avoir un effet qui n'existe ni dans l'un ni dans l'autre. Aujourd'hui, avec l'évolution, donc vraiment, on a des logiciels maintenant que ça perd. Vous imaginez, j'ai pas une de logiciels maintenant. C'est parfait. Dans le montage, ça, je dirais vraiment que c'est la passion. Ça fait quand même très longtemps que j'ai commencé ça. Mais aujourd'hui, pour moi, je l'utilise jusqu'à présent. Pour moi, c'est la passion. Et j'utilise surtout actuellement de façon familiale, surtout avec mon garçon. Donc souvent, on crée des choses donc, que j'essaie donc, de garder en souvenir. Super. Alors là, on va passer à une autre phase de l'émission. On a 3 questions très rapides à vous poser et ça soit des réponses très rapides. Ça part des réalisations, des impacts de votre philosophie professionnelle en une phrase. Est-ce que vous êtes prêts pour cette séquence questions rapides? OK. Vous regardez juste la caméra qui est là, moi je vous pose les questions et puis vous répondez. La première question est la suivante. Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier dans votre carrière? La réalisation, c'est de pouvoir contribuer à mettre en place le système d'information en gestion logistique. Donc, qui contribue effectivement, comme l'information étant le moteur de tout, donc qui contribue à prendre de bonnes décisions. La deuxième question, quel impact souhaitez-vous laisser à travers votre travail? Moi, l'impact que je souhaite laisser, c'est que après nous, quand on n'est pas encore dans le système, qu'on sache qu'il y a eu des gens qui ont eu à poser quand même les premières pierres. Donc, c'est à vous maintenant de continuer à améliorer. La dernière, si vous deviez résumer votre philosophie professionnelle en une phrase, quelle serait cette phrase? Donner, j'aime donner, partager. J'aime recevoir des autres pour un intérêt collectif. Donner, recevoir pour l'intérêt collectif. On ne peut pas terminer mieux cette émission. Merci, Dr. Abdou Sangaré. Merci. C'est à moi de vous remercier. Merci, Ibrahim. Merci, Masta.